Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cet épisode 3 de la saison 3 des Guncast. Et non pas des Guncast, Marlon, je te salue. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous êtes content d'être là. Programme, ça va être riche, hein, très riche, beaucoup de choses à dire car le mercato est agité et le calendrier aussi. Mais évidemment, je ne suis pas tout seul, vous inquiétez pas. Avec moi, il y a celui qui permet à ce qu'on soit tous là, c'est Hugo. Salut Hugo. Salut Loïs, tu vas bien? Ça va, je te remercie. J'espère que ça va bien de ton côté. Ça va très bien, merci. La semaine dernière, il m'a affronté dans le meilleur top 5 des années 2000 et il a gagné, donc il a le droit de revenir en deuxième semaine. C'est Olimas. Bonsoir. Salut à tous. C'est avec un plaisir de revenir pour cette deuxième. Bon, eh bien, parfait. Enfin, pour cette troisième, parce qu'on en a eu deux quand même avant. Mais... Oui, mais c'est ta deuxième à toi. Exactement. Notre invité, vous le voyez, il est responsable en partie des défaites de l'OL sous Genesio. Il travaille actuellement pour Winamax. On est très content de le recevoir. C'est Eddie Fleck, qu'on nommera Sofiane de son vrai prénom. J'espère que tu vas bien. Salut. Ouais, salut à toutes, salut à tous. Je me demande qui est le con qui est en retard, mais en tout cas, c'est pas professionnel du tout. Non, mais merci de m'accueillir. Des sanctions seront prises en interne, ne vous inquiétez pas. J'aimerais caler un petit mot à Alex, notre réalisateur, qui est silencieux, mais qui fait que vous avez un habillage très très classe ce soir et qui nous permet d'être dans de très bonnes conditions. Donc voilà. Ce soir, on va donc revenir sur le magnifique match exceptionnel avec des actions de... qui c'est qui a remplacé ma fiche avec Liverpool-Leeds? Putain, c'est pas sérieux. Donc nous, on va revenir sur cette purge immonde qui était Bordeaux-Lyon, hein, un magnifique match nul 0-0 qui fait du bien quand on aime le foot. C'est vraiment ce genre de match qui font du bien à notre âme de supporter. Je vais demander directement à Sofiane, déjà, qu'est-ce que tu as pensé du match, tout simplement? Écoute, je pense qu'on s'attendait peut-être à ce type de rencontre parce que bon, le match face à Dijon, déjà, c'était face à une faible équipe de Dijon. Même s'il faut noter quand même qu'on a été plutôt pas mal dans le pressing face à Dijon. Après, contre Bordeaux, quand tu vois le type de formation déjà qui est plutôt à l'aise défensivement depuis le début de saison, avec un Gasset qui connaît bien son groupe, qui connaît bien la Ligue 1 en tout cas, et qui sait faire des jouets. Quand tu regardes notre composition d'équipe et que tu vois sur les trois devant, t'en as deux qui auront beaucoup de mal à garder le ballon haut, et ça on en parlera après quand on rentrera dans les détails. Mais j'étais plutôt, pas surpris par la forme de la rencontre. Après, c'est le Lyon qu'on connaît, un système qu'on a du mal à gérer parce que tu as beaucoup de centres, mais au final, tu as très peu de centres qui sont concluants, tu as très peu de joueurs dans la surface qui se projettent correctement. Donc, si tu tombes face à une formation qui est assez solide, même si ça aurait pu tourner dans le sens de Lyon avec le poteau d'Awar, voilà, sincèrement, c'est pas une rencontre. Combien de fois on a vu ce type de rencontre à Lyon sur les dernières saisons? Je pense que tu peux faire une belle liste. Donc, pas du tout surpris. Non. Il faut savoir qu'on était donc dans le même dispositif tactique que contre Dijon. On avait juste Andersen qui remplaçait Marsal qui nous a quittés. Awar n'était toujours pas dans le 11 et on avait un duo d'attaque Karl Toko Ekambi, Moussa Dembélé à faire pâlir les techniciens les plus agiles de la planète. Hugo, pour toi, ton ressenti sur le match? Le match, c'était une torture pour moi personnellement parce que surtout la deuxième mi-temps, en fait, c'est que tu as envie que l'OL marque, mais tu sais qu'il va pas marquer. Donc franchement, c'était décevant parce que bien évidemment l'année dernière, quand Juninho est arrivé, il nous a dit oui, il va falloir gagner contre les soi-disant équipes moyennes, équipes médiocres. Et finalement, on voit que début d'année, toujours le même constat, on n'arrive toujours pas à gagner quand on joue contre des équipes comme ça. Donc certes, il y a eu la continuité qu'on a demandé à Rudy Garcia sur le système de jeu de l'équipe, etc. Bon, après, il y avait les matchs internationaux, donc il y avait quelques joueurs dans l'équipe qui n'étaient pas au top de la forme non plus. Donc fallait peut-être faire un petit peu de changement, je pense aussi également, dans la mise en place tactique. Aussi peut-être changer de système, ça on en reparlera aussi également. Mais sinon, bon vieux match de Ligue 1, on va dire, mais franchement une torture de regarder ce match personnellement. Oli, je vais rebondir sur ce que disait Hugo et j'aimerais du coup te lancer. J'aimerais que tu nous parles du match, mais j'aimerais savoir si tu vas aussi dans son sens sur le plan de changer de système tactique et d'organisation tactique. Est-ce que pour toi c'était la bonne idée ou au contraire tu penses que ce système entre 3-4-3, 3-5-2, le système caméléon pour ne pas le nommer, aurait pu marcher contre Bordeaux? La preuve que non, j'ai envie de te dire. Après,
est-ce qu'on aurait dû changer pourquoi pas, mais je pense que Garcia a bien son idée fixe là-dessus depuis 3 mois. Et je sais même pas si d'ailleurs ce match-là va le faire changer contre Montpellier. Mais c'est vrai que ce match-là était quand même... Alors, moi, je suis pas aussi, on va dire, catégorique sur notre façon de jouer. Je trouve que on a été pas trop mal dans la façon d'utiliser le ballon jusqu'au 30-35 mètres. Après, ça c'est compliqué pour différentes raisons. Mais on a été pas trop mal, surtout dû au duo Cacré-Guimarães, surtout Cacré en fait, qui fluidifie, qui simplifie le jeu, quoi. C'est pas compliqué, les deux sont super forts. Et dans ce système-là, les deux sont hyper forts. Alors après, est-ce que tu repasses parce que ça veut dire que repasser à 4 derrière, ça veut dire ça, quoi. À 3 au milieu et avec des ailiers qu'on a absolument pas pour l'instant. Et d'ailleurs, il y en a un qui vient de partir. Oui, donc non, ça reprend, t'inquiètez pas. Il faut des joueurs pour jouer dans le système, dans un système à 4 avec éventuellement des ailiers. Pour l'instant, on les a pas. Est-ce qu'on les aura d'ailleurs à la fin du mercato? On y viendra au mercato. Difficile. Et là, oui, moi j'aimerais bien changer de système, parce que là j'ai l'impression que ce système est fait pour jouer avec des latéraux très forts. On remarquera qu'on les a pas forcément, quoi. Non, c'est sûr que pour le moment les latéraux sont pas notre qualité. Sofiane, toi du coup, vis-à-vis du match de Bordeaux, qu'est-ce que tu prendrais qu'est-ce que tu aurais fait comme changement, toi, justement? Qu'est-ce que tu prendrais, que tu modifierais pour se dire que si on rejoue le match contre Bordeaux, à Bordeaux, on le gagne? Mais déjà, le problème, c'est qu'on est passé d'un système. Alors, c'est difficile de récupérer, de capitaliser sur ce qui s'est passé sur le Final 8 parce que c'était des configurations de match très, très différentes. Tu jouais énormément bas, tu avais des équipes qui étaient plus fortes que toi, qui avaient la possession, etc. En revanche, sur ce qui avait capitalisé en numéro 1 pour moi, c'était de garder ce milieu de terrain à 3. Le problème, c'est que tu l'as pété dès le match face à Dijon et que tu es passé à 2 avec Bruno Guimarães et Cacré. Sincèrement, ils ont la possibilité de faire le travail parce que ce sont 2 joueurs exceptionnels. Vraiment, je dis exceptionnels parce que être dans un double pivot et devoir faire le lien, devoir presser, devoir jouer haut comme ils le font depuis qu'ils sont dans le groupe tous les deux, dans le 11, c'est vraiment très fort. Néanmoins, ils peuvent pas tout faire. Et sur un match face à Bordeaux où tu sais qu'ils t'attendent, tu sais qu'ils sont assez solides, tu as besoin de plus de projections. Et pour avoir des projections beaucoup plus efficaces, il faut que tu repasses pour moi à 3 au milieu de terrain. À 3 au milieu de terrain, ça te permettrait d'avoir Cacré et Bruno Guimarães qui se déplacent beaucoup plus facilement dans la surface de réparation. Là, tu te retrouves au final avec une équipe coupée en deux, donc avec deux joueurs au milieu de terrain, et puis Karl Toko Ekambi, Dembélé pour garder le ballon haut, c'était très compliqué. Donc même si tu as 2 joueurs de très haut niveau au milieu de terrain, tu peux pas leur demander de faire le lien avec des attaquants qui ont du mal techniquement. C'est bien que tu parles de Karl Toko Ekambi. J'ai en profité donc pour saluer le chat et vous dire que vous pouvez réagir donc sur le chat Twitch. On lira vos commentaires. Donc, comme tu parles de Karl Toko Ekambi, j'ai vu que c'était un sujet qui revenait. Je vais lire 2-3 petits messages. Melsoen qui nous dit: la présence de Karl Toko Ekambi dans ce 11 est consternante. On connaît ses qualités qui n'étaient pas celles qui allaient nous faire gagner. Pelagiel l'Océan qui nous dit: KTE, il use nos nerfs, mais certainement pas la défense adverse. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que ça nous permet de rebondir et je te lancerai là-dessus, Hugo. Je comprends pas Garcia, c'est Siatan qui dit ça. Je comprends pas Garcia faire sortir Dembélé à la 60e, qui est certes pas forcément le plus technique balle au pied, mais qui use la défense adverse, et laisser KTE 83 minutes, je comprends plus. Je vais te lancer là-dessus, Hugo. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir laissé Karl Toko Ekambi plus longtemps que Dembélé, c'était un bon choix? Pas forcément. Déjà, Guimarães aussi qui sort à la 60e minute, ça c'est incompréhensible aussi également. Karl Toko Ekambi, je comprends pas comment est-ce qu'il peut continuer le match à ce moment-là. Après, c'était toujours la même discussion qu'on a de toute façon que les attaquants de l'OL, j'ai l'impression ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Donc, il faut bien que tu en sortes un. Après, le choix de faire sortir Dembélé, pour moi, il n'est pas judicieux dans le sens où Karl Toko Ekambi est dans une mauvaise impasse, on va dire, dans une mauvaise phase aussi également, que je trouve que personnellement serait meilleur s'il rentre en jeu à partir de la 70e ou à partir de la 80e, peu importe. Mais en soi, non, Dembélé, c'est quand même en ce moment notre buteur qui est le plus en forme. Donc, de le faire sortir à ce moment-là, je trouve un peu incohérent, et aussi la façon dont il est sorti aussi également qu'on a vu.
Voilà, ça explique, on va dire, toute cette situation que les attaquants, qui sont pas en forme en ce moment, il va falloir que Rudy Garcia prenne des choix, que ce soit un changement de mettre un milieu de terrain en plus dans l'équipe à la place d'un attaquant, ou de garder ce système avec Memphis, Karl Toko Ekambi et Dembélé. Donc franchement à voir, mais non, incompréhension en tout cas de ma part par rapport à la sortie de Dembélé. Pardon. Mais en plus, juste excuse-moi, mais par rapport à cette sortie-là, c'est que clairement les deux, que ce soit Toko Ekambi et Dembélé, c'était un combat d'infirme sur cette rencontre. C'était deux joueurs très moyens, il n'y a aucun problème avec ça. Néanmoins, dans la gestion de ton groupe, à quel moment tu fais sortir Dembélé avant Toko ? Il y a deux raisons moi, qui me font dire ça. C'est que Dembélé, on sait très bien que sur la gestion du mercato, parmi les trois qui devaient partir, c'est-à-dire Aouar, lui et Depay, tu seras certainement avec un Dembélé qui va rester, parce qu'il y aura, à mon avis, si on fait la liste des clubs qui ont besoin d'un numéro 9 et qui sont capables de mettre autant d'argent sur un joueur, t'en trouveras très peu. Donc il y a quand même de grandes chances qu'il reste. Donc tu dois prendre en considération qu'il faut le motiver, qu'il faut le mettre en confiance un maximum. Et un Toko, on sait très bien que son statut, lui, de base, c'est un joueur qui est plus là pour dynamiter, pour rentrer en jeu. Il peut apporter de ce point de vue-là. Moi, faire sortir Dembélé avant Toko, surtout sur cette rencontre où Toko est en dessous de Dembélé, ce qui est un exploit, tu lui envoies un signal vraiment, je trouve, horrible. D'une part, parce que c'est pas logique, clairement. Et d'autre part, c'est parce qu'on sait très bien que Toko, c'est le choix de Garcia au mercato hivernal, et qu'en gros, tu as l'impression qu'il le pousse au maximum dans le 11, il le fait jouer un maximum de minutes pour justifier son choix personnel. Donc encore une fois, c'est une gestion des statuts, moi, que j'arrive pas à comprendre. Enfin si, je comprends, mais qui me paraît à la limite du vicieux. Oli, moi j'aimerais te lancer justement par rapport à la gestion des deux attaquants. J'aimerais savoir, moi j'ai l'impression que le problème avec ce duo d'attaque, c'est qu'ils ont besoin d'avoir un vrai créateur qui va les lancer, ou qui va permettre de jouer avec eux. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que le problème de cette compo à deux attaquants qui sont pas les plus techniques et qui ont besoin d'être servis dans des bonnes conditions, est-ce que le problème, c'était pas Depay qui était derrière eux et qui est peut-être pas forcément le meilleur joueur pour les faire briller eux ? Oui, c'est possible. Mais oui, c'est possible. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on verra bien, ce qu'on verra demain à Montpellier. On aura peut-être Depay à côté de Dembélé, même si ça marchait pas tout le temps l'année dernière, mais avec peut-être Aouar juste en dessous. Mais effectivement, faut dire que Depay a pas brillé non plus par une grande performance. Mais c'est possible. Hein. Franchement, Depay n'a pas été incroyable derrière et les trois de toute façon sont pas compatibles. Ça se voit direct. Ça y a pas. Mais même faire du football 10 ans, c'est compliqué quoi. Mais Oli, même face à Dijon, je vais dire une grossièreté. Vous savez très bien que j'adore Depay. C'est un de mes joueurs préférés sur les dernières saisons à l'OL. Il fait pas un bon match aussi, hein. Mais il fait pas un bon match malgré son triplé. Dans le jeu, il est très très moyen. D'ailleurs, il y a un contre-coup qui est clair au niveau de sa blessure et ça, comment lui en vouloir ? On peut pas lui en vouloir. Néanmoins, il a un profil déjà qui est très axial, qui mange très peu la ligne. Donc au final, pour avoir de la largeur, si tes latéraux n'apportent pas techniquement, c'est très compliqué d'en avoir du côté de l'OL. Et puis, il se marche sur les pieds. Je regardais les positions moyennes face à Bordeaux. Il se marche sur les pieds clairement avec Dembélé. Toko est un peu plus en profondeur. Donc, tu as vraiment l'impression... Mais ça, c'est un problème, je trouve, sur pas mal de saisons. Tu l'avais aussi, on avait un jeu très axial sur les dernières années avec Traoré même qui rentrait sur sur le pied gauche. On n'a pas de vrais ailiers. Et je trouvais que c'était plutôt une bonne idée de jouer en système avec A3 derrière pour éviter ce problème d'ailier. Mais le problème, c'est qu'il te faut des latéraux de très haut niveau, et ça, on les a pas. Mais alors, c'est l'énorme problème. Ça pourrait faire une très très belle transition vers le mercato au final, parce que ce que vous dites, c'est que, enfin, pour reprendre ce que vous avez dit, Traoré, qui est pas un vrai ailier, il l'a toujours dit, il préfère jouer en pointe. On l'a très peu vu dans ce rôle-là, d'ailleurs. C'était pareil avec Cornet, qui préférait jouer en pointe et qu'on a mis sur une aile. Du coup, avant de partir sur le point mercato, parce que je pense que Bordeaux, c'est bon, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Dernier point, si vous voulez, l'entrée d'Aouar qui nous a fait plaisir. Est-ce qu'il aurait peut-être fallu le faire rentrer plus tôt pour justement dynamiter un peu plus la rencontre ? Hugo, toi, par exemple, est-ce que tu aurais fait rentrer peut-être Hugo, peut-être aussi Cherki dans un rôle un petit peu plus de percussion, de rapidité, pour peut-être essayer de faire bouger les lignes et peut-être donner de l'espace justement à Dembélé et ou KTE qui étaient restés devant ? Déjà, à la mi-temps, pour moi, Aouar devait entrer avec Cherki, de toute façon, parce qu'on voyait que l'animation offensive, à part la première percée de Toko Ekambi à la première minute, c'était pas trop ça.
Mais on voyait qu'il fallait du jus à un moment donné, et c'est là où Depay, par exemple, on voit qu'il est toujours pas remis de sa blessure. Aussi, il faut dire que dans la gestion d'effectifs, quand tu demandes à Depay, qui était avec les Pays-Bas, qui joue en 9, là maintenant il joue en 10, et dans sa tête ça peut le perturber un petit peu aussi, j'imagine. Donc non, il fallait. En fait, le truc c'est que aussi également, tous ces joueurs-là, la majorité des joueurs de l'OL en tout cas, ont joué en sélection nationale de toute façon. Donc, tu voyais de toute façon que Lyon avait du mal face à Bordeaux, qu'il fallait changer un petit peu les automatismes, et peut-être mettre, je sais pas, peut-être mettre une équipe B ou changer un petit peu, chambouler un petit peu le tout pour mettre un peu de sang neuf. Parce que le constat avec l'OL, c'est toujours la même chose. Quand on fait ces matchs un petit peu médiocres, si on peut dire, c'est toujours avec les mêmes joueurs, quoi. Et c'est toujours avec cette continuité-là que il faut qu'on apporte du changement. Je sais que maintenant, avec le mercato, de toute façon, l'effectif va se réduire, donc des changements, il n'y en aura pas nécessairement autant qu'on le voudrait certainement. Mais il y a toute une mise en disposition, que ce soit tactique ou de changement, que l'OL et Rudy Garcia vont devoir faire pour qu'on atteigne ce top niveau qu'on veut avoir en tout cas. Mais déjà, juste 30 secondes. Je pense que quand Aouar rentre, Cherki doit rentrer avec lui, c'est sûr. Et on doit changer de système déjà. On doit passer à une défense à 4. On doit éventuellement, si tu veux mettre Cornet plus haut, pourquoi pas, mais tu mets Cherki à droite, tu as la provocation, tu vas provoquer, quoi. Tu passes à 4 derrière, tu fais rentrer éventuellement Melvin, tu enlèves un défenseur, et tu mets des vrais ailiers ou des mecs qui percutent. Là, t'es resté comme ça. Cherki, on l'a vu à la fin, quoi. Je veux dire, il jouait où? Tu sais même pas où il jouait exactement. C'était ridicule, quoi. Il pouvait faire absolument rien, pas du tout provoquer, donc c'est quand même la base de son jeu. Et finalement, on n'a rien fait à la fin du match, à part celle au Aouar où effectivement, il humilie Koscielny. Ça passe sur le poteau, ça arrive, mais il y en a qu'une, quoi. Il y a quelques situations en première, mais autrement, il y a 20 tirs, il me semble, mais on peut pas dire qu'il y a beaucoup de situations. Sur Aouar, je trouve que c'est compliqué de juger est-ce qu'il fallait le faire rentrer avant, etc. Parce que là, tu es dans une situation où il revient de maladie. Est-ce qu'en termes de rythme, il avait vraiment plus de temps dans les jambes? Sincèrement, sur ce genre de changement particulier, j'ai pas trop envie de juger. En revanche, un Cherki, en fait, c'est terrible parce que Cherki, moi, dans mon esprit, c'est un joueur qui doit être dans une forme de rotation. Après, ça veut rien dire. S'il est bon, il doit être titulaire. Mais je veux dire, au moins le faire rentrer comme il l'a fait face à Dijon, 20 minutes, 25 minutes, voir ce qu'il peut nous donner sur un match. Mais vu le profil des mecs de devant et leur qualité technique entre guillemets, je me dis que là, on est dans une situation où Cherki, je ne vois pas comment il va pas se retrouver titulaire dans les prochaines rencontres parce qu'il a un profil qui est tellement rare dans cet effectif et ça devrait pas l'être. Mais il a un profil dynamiteur, technique. Alors, il y a beaucoup de déchets encore sur ses entrées, parfois. Mais je me demande comment on va pouvoir s'en passer sur les prochains matchs. Et c'est d'un côté un peu gênant parce que c'est un gamin, même si aujourd'hui, un gamin, tu vois, Camavinga, c'est le taulier du milieu de terrain, il faut faire attention avec les âges, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation où j'ai l'impression que la lumière, elle viendra que de lui devant. Voilà. Parce qu'il n'y a pas ce profil-là, il n'y a pas ce profil mobile comme... parce que Dembélé et Toko, c'est très moyen à ce niveau-là. Petit mot très rapide sur l'entrée de Tino Kadewere. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a rassuré? Est-ce que vous vous dites qu'il a encore de la marge avant de pouvoir s'installer? Oli, tiens, vite fait, rapidement sur l'entrée de Tino. C'est peut-être parce que j'étais à ma 3e pinte au bar, mais j'ai absolument pas vu. Enfin, j'ai vu son entrée, mais j'ai pas vu grand-chose, quoi. Après, il a pas fait pire que les deux autres, donc dans l'absolu, voilà. Il y a juste, il est sur l'action d'Aouar, il me semble, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, voilà. Après, le reste, de toute façon, il va falloir le juger, il va falloir un peu plus de temps. Mais il a un profil qui est différent de Toko et Dembélé pour le coup. En termes de complémentarité, de visu comme ça là sur le papier, pour moi un Kadewere, Cherki et Dembélé, ça me paraît beaucoup plus mobile que ce qu'on avait parce que moi dans mon esprit Depay ça va sauter, il partira dans les prochains jours. Donc si tu penses mobilité, garder le ballon haut, Cherki peut le faire, Kadewere il a ce profil-là, même s'il faut attendre de voir ce qu'il peut donner avec Lyon, mais avec au Havre, c'était ce profil en pivot intéressant pour garder le ballon au pied. Ça pourra pas être pire que ce qu'on a vu face à Bordeaux, et je pense que c'est
c'est vers cette situation qu'on va se diriger. Si on reste dans ce système. Et oui, on parlera du mercato après, Soty. Ouais, justement, ça peut tout basculer, hein, parce que là, on parle de trois joueurs devant, de 2 profils axiaux, mais si, vu le dégraissage, notamment en défense, est-ce que tu as la possibilité de continuer à jouer une saison avec 5 défenseurs ? À voir. On y viendra sur le mercato parce qu'il y a plein de choses à dire. Je vois que pas mal de gens sont plutôt pour l'entrée de Tino Kadewere. Il y a Pelagia Locian qui dit qu'il l'a trouvé plutôt intéressant et qu'il préfère 1000 fois Kadewere à la place de KTE. Esther Kolimag qui est aussi pour Tino Kadewere. Je l'ai vu passer 2-3 fois. J'ai vu que ça discutait pas mal aussi de Cherki, disant qu'il faut vraiment qu'il vienne dans le 11 et qu'il prenne beaucoup plus de temps de jeu, qui va nous faire beaucoup de bien. Et je suis assez d'accord avec ce point de vue. Il y a une info qui est tombée pendant l'émission, c'est Thiago Mendes qui sera forfait pour demain. Il a eu un accident de voiture non grave, vous inquiétez pas, l'info nous a été mise dans le chat. ouais. C'est quand même un poil marrant, même si c'est pas grave du tout, hein, pour le coup. Mais... C'est Tonsberg qui nous a dit ça, puis ça a été confirmé derrière par Genesmat qui nous apprend que Youssouf Koné est de retour dans le groupe. Alors, comme quoi, tout est possible. Est-ce qu'il fallait quelqu'un pour les chasubles ? Je ne sais pas, mais du coup, voilà. Léo Leclébar qui dit qu'il aimerait voir Melvin Barth sur le terrain. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. En fait, le problème quand t'as des prestations comme celle-là, tu te dis putain, les remplaçants peuvent faire que mieux, quoi. C'est pour ça que on l'a vu quoi ? On l'a vu 1 mois et demi, quoi. Ouais. Donc non, mais Koné, je vois pas d'issue favorable, sincèrement, par rapport à son niveau technique. C'est pour ça qu'il y a énormément d'interrogations dans ce 11 au final, et que le dégraissage qui est en cours est nécessaire. En revanche, ça remet en considération beaucoup de choses niveau tactique et niveau joueur sur le terrain. On va en parler. Je vais juste dire à toutes les personnes dans le chat, gardez vos remarques sur la tactique. On va faire un point sur les matchs contre Montpellier et Nîmes. On reviendra sur justement est-ce qu'il faut qu'on passe en 4-3-3 au losange, est-ce qu'il faut changer. Donc gardez-les à coin. On y viendra comme ça à ce moment-là. Là, si vous avez des infos mercato, sortez-les. C'est maintenant, c'est la période mercato. On va revenir donc sur la grande braderie, la braderie de Lille. Je suis Rudy Garcia, je suis drôle. Pas du tout. Du coup, on a eu pas mal de départs qui se sont rajoutés. Il y a eu Tataru Sanou qui est parti pour 3 Twix et un Bounty au Milan AC. Ratiopi qui devrait suivre s'il trouve un club. Il a été autorisé à partir. Il doit être libéré de sa dernière année de contrat. Nous avons Bertrand Traoré qui devrait être officialisé du côté d'Aston Villa dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Il était en visite médicale aujourd'hui, ce qui devrait rapporter, si je ne dis pas de bêtises, entre pas loin de 16-17 millions parce que j'enlève les 10% à la revente que Chelsea a. Des infos sont tombées de Paille. Normalement, c'est fait à Barcelone, mais bon, ça fait 2 semaines que c'est fait à Barcelone, donc ça, on va encore attendre. Et on a Jeffrey Adelaide qui se rapproche de plus en plus du Stade Rennais. Donc voilà. Ma première question, elle sera pour Hugo, qu'on a un petit peu moins entendu. Pour toi, est-ce que c'est la bonne marche à suivre ? Pour l'instant, oui, en tout cas. Et attends, on fait un point sur les départs et après on parlera des arrivées. Vous inquiétez pas, on sait qu'il y a d'autres rumeurs sur les arrivées, mais c'est pour préciser pour le chat. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié les arrivées. On le fera juste après. Voilà. En tout cas, pour les départs, en tout cas, oui, c'est ce qu'il nous fallait. De toute façon, tous les joueurs, on va dire, à jeter à la poubelle, si on peut dire aussi également. Il faut les dégager au plus rapidement possible de toute façon. Donc, que ce soit Bertrand Traoré qui allait percevoir 0 en temps de jeu, que ce soit Cyprien Tataru Sanou qui va être titulaire alors que c'est pas Anthony Lopez non plus, quoi. Donc, voilà. Après, pour le reste, il y a encore quelques transferts qui devraient être faits, comme on l'a dit, de toute façon. Mais ce dégraissage, en tout cas, il fait du bien à voir. Dans le sens où on n'en a pas eu un depuis un bon moment. Donc, voir que Juninho, qui l'avait dit, je ne sais plus exactement quel mois c'était, il me semble que c'était mars 2019, qui avait dit que il allait enlever tous ces joueurs qui ne voulaient plus rester à l'OL, etc. Donc, ça fait vraiment du bien de voir que il tient sa parole, parce que ça faisait depuis un moment qu'il était attendu quand même pour ce genre de dossier-là. Donc, franchement, ça fait plaisir. Maintenant, à voir au niveau des arrivées aussi, à savoir si on continue avec le même effectif, avec 2-3 joueurs en plus, ou si on reste avec ce même effectif à cause de la crise du Covid. Donc, ça sera à voir. Moi, Sofiane, j'aimerais te poser une question. Quand on voit la liste des départs
qui soit effectif ou proche d'être fait ou en train d'être finalisé. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un petit peu la patte de Juninho qui est en train un petit peu de faire le tri sur l'effectif estampillé Florian Maurice et qui a envie justement de repartir sur sa base? Bah, clairement, déjà, d'une part, tu as les déclarations de Rudy Garcia où tu sens que les départs, ça lui plaît pas trop, notamment dans la défense. Donc déjà, il y a une interrogation au niveau... Moi, je suis totalement pour les départs qui ont été faits, le dégraissage est nécessaire. Néanmoins, tu sens qu'il y a quand même... Est-ce qu'il y a vraiment un lien qui est fait entre le coach et le directeur sportif au niveau de la gestion de l'effectif? Parce que quand on a un qui veut jouer à 5 derrière et qu'au niveau des défenseurs, il risque d'en manquer un désormais, que aussi au niveau du départ de Bertrand Traoré, ça t'empêche éventuellement de repasser avec des ailiers si dans la saison, tu vois que le système ne fonctionne plus à 5 derrière. Je pense que ça ne plaît pas vraiment à Rudy Garcia. Néanmoins, il y a la patte Juninho, mais il y a aussi la patte Ponceau. Parce que le dégraissage, il est aussi encouragé par un point de vue économique. C'est que tu as pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat, que tu as pas mal de joueurs aussi qui sont âgés, entre guillemets. Ils sont bien payés aussi. Qui sont bien payés aussi. Donc, tu as besoin aussi de dégraisser au niveau de la masse salariale. Et peut-être que le bon côté de ce qui s'est passé en fin de saison dernière, c'est-à-dire la non-qualification en Ligue des Champions en Coupe d'Europe, même si je l'aurais pris à tous les coups. Mais le bon côté peut-être, c'est qu'aujourd'hui, il y a un dégraissage qui est obligatoire et qui a été... tu sens qu'il y avait une vraie nécessité de le faire et qu'il y a eu beaucoup de moyens mis en œuvre pour le faire. Donc bien sûr, il y a la patte Juninho, mais il y a aussi la patte, il faut faire attention du contexte. Il y a la patte du contexte et le contexte, il te demande de dégraisser à ce moment de la saison. Mais ça pose une interrogation quand même, c'est sur la gestion de l'effectif cette saison. Parce qu'on ne peut pas se permettre non plus de laisser passer une saison comme ça sans être performant. Donc les départs qui sont faits ont été nécessaires, il n'y a aucun problème avec ça. Néanmoins, il y a besoin quand même de retouches pour être performant sur la saison et que le coach ait quand même un peu plus de flexibilité, notamment dans un changement de système, parce que si ça continue en 5-3-2 de manière difficile, on sera obligé de changer. Il y a Onizuka 691 qui nous dit que pour lui, c'est la patte de Juninho car il prépare l'après Garcia. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc, parce que je suis qui nous dit que de toute façon, ça aurait été le cas de Juninho ou pas, parce que obligation économique, comme tu disais, plus le fait qu'on joue peu cette saison, tu es obligé d'avoir un effectif plus réduit parce que tu as moins à faire tourner. Juste, si je peux rajouter un truc par rapport à ça, parce que par rapport à tes observations, enfin le chat me fait penser à quelque chose, c'est que peut-être qu'on aurait dégraissé. C'est une probabilité, parce qu'avec le besoin économique, on sait que quand Aulas a besoin de le faire, il l'encourage. Néanmoins, il y a quand même un discours qui a changé, et Juninho le dit de manière publique, c'est que ceux qui ne sont pas contents d'être présents, ils se cassent. Et ça, à force de le répéter, à force d'avoir ce discours-là, qui a peut-être été mal entendu parce qu'il le répète tout de suite après la qualification, enfin après un bon match en Ligue des Champions, je ne sais plus c'était lequel, lors du Final 8, mais en gros, je crois que c'est contre le Bayern. Quand on sort contre le Bayern, il dit que sur cette saison, c'est bien, mais s'il y en a qui ne sont pas contents, on va dégraisser. Et moi, je trouve intelligent son discours de faire passer des messages comme ça en public et de faire comprendre qu'ici, ce n'est pas le Club Med. Ceux qui ne sont pas contents, et il sait très bien qu'aussi au niveau salarial, il y en a beaucoup qui sont bien payés et qui ne jouent plus au niveau auquel on espérait à leur arrivée. Et donc, j'aime bien la patte Juninho, je trouve qu'elle est plus au niveau de la communication qu'au niveau du dégraissage, même s'il a eu un impact évident. Oui, mais après, ma question, c'était juste que les joueurs qui virent sont quand même des joueurs qui ont été, sur ce qui est dit, signés par Florian Maurice, et que tu as l'impression qu'ils virent un peu les dossiers de Maurice pour pouvoir permettre aussi à Bruno Chéroux, c'est Bruno ou Benoît, je ne sais plus, enfin, Bruno, je crois, d'aussi installer ses envies, ses idées, et peut-être aussi de laisser Juninho gérer ça aussi, et d'avoir un effectif qui ressemble plus aux envies de Juninho et du peut-être futur entraîneur s'il y a après Garcia. J'ai vu qu'il y avait deux personnes dans le chat, Act05 et Nul224, qui parlaient de Zahavi, que c'est vrai que Lyon avait mandaté Pini Zahavi pour essayer justement de nous débarrasser de quelques joueurs dont il était difficile de se débarrasser. Avant qu'on passe au potentiel recrue, je vais juste demander à Oli, est-ce que qui est en danger de départ, selon toi, actuellement, dans des noms qui n'ont pas été cités? Donc, je ne te demande pas de revenir sur Giroud, Traoré, tout ça. Pour toi, quand tu regardes l'effectif actuellement, quel est ou quels sont les joueurs qui, selon toi, ont le plus de chances de voir leur nom associé à un autre club d'ici les prochains jours ou prochaines semaines? On ne parle pas des trois gros? Non. Ni Giroud. Je te demande, voilà, hormis les noms qui sont déjà sortis et dont on sait que ça va se faire, normalement,
voilà, si tu regardes, tu prends les joueurs qui sont déjà partis, est-ce que tu penses, selon toi, qu'on s'approche de l'effectif qui devrait tenir, sans compter les possibles recrues, ou est-ce que tu vois encore d'autres départs parmi l'effectif qu'on a maintenant, point, en fait. Moi, j'en ai 2, mais alors Marcelo, on l'a cité, mais on l'a pas vraiment beaucoup cité, mais c'est possibilité. Après, ça dépendra de si on fait un défenseur ou pas, et de ce qu'il a envie de faire lui. Puis j'en ai un autre, pour moi, c'est Thiago Mendes. Là aussi, ça va dépendre d'avoir, mais Thiago Mendes, je suis pas sûr qu'il ait envie de passer la saison sur le banc, quoi. Et puis comme ça démarre, si on reste à 2, ça sera compliqué pour lui. Hein. Il y a peut-être Jean-Lucas, peut-être en prêt, on sait rien, mais moi, Thiago Mendes, c'est une possibilité en fin de mercato que ça se passe, que ça parte. Après, effectivement, comme Diarra et Aouar vont sûrement partir, bon, ou un des deux en tout cas, c'est possible qu'on le garde, mais c'est vrai que là, le fait qu'il passe derrière Cacré, Guimarães, je pense que ça peut lui mettre, ça lui met un coup sur la tête, hein, parce que c'est quand même un mec qui a réussi à Lille, devoir passer devant un Cacré qui a 15 matchs en Ligue 1 et Guimarães qui vient du Brésil, je pense pas que ça soit simple pour lui. Je regarde le chat qui a pas mal réagi. Donc, on a eu quelques Denayer, on a du Marcelo qui est revenu, il y a eu du Koné qui est revenu aussi. Oui, Koné, Thiago mais après Mendes. Koné, il était dans les. Oui, mais c'est vrai que il y a Thiago Mendes aussi qui est revenu. On nous dit que Fofana, qui est en réserve, devrait partir. Mais là, on cite un peu tout le monde en fait. Mais c'est des noms. Oui. Après, les trois qui reviennent, c'est quand même Marcelo, Koné et. Non, mais je veux dire, Mendes. on cite tout le monde, c'est qu'il y a une possibilité qu'il y ait beaucoup de gens qui partent. Parce que tout simplement le club les retienne pas. Après il faudra faire le recrutement, on en parlera après, mais Dubois par exemple c'est une possibilité, on sait jamais si le PSG a besoin d'un, justement comme on dit, un mec qui doivent placer sur leur liste de Ligue des Champions. Ils ont pris Florenzi. Ouais, c'est vrai, mais bon il jouera le. Ouais, c'est vrai. Je pensais vraiment qu'on allait les carottes, mais je pense que le match de l'équipe de France c'était trop visible. Après, le reste, je sais pas. Pareil, je pense que les mecs, ils ont des analyses vidéo quand même, un minimum. Ils ont vu. Pour moi, donc Marcelo, Thiago Mendes, c'est les deux. Donc, ouais, Marcelo, Thiago Mendes, c'est vrai que c'est les deux. C'est vrai que j'ai pas pensé à Koné, qu'on n'a pas cité ce soir, mais qui était quand même en instance de départ depuis un petit moment. Ça a peut-être aussi. Puis, on dit ça, mais le petit Melvin, on toujours pas de. On sait pas ce qui va se passer. Hein. Si Cornet est toujours titulaire, si on joue toujours dans le même système, Koné qui revient, on sait pas s'il va rester ou pas. Moi, je suis Melvin, je me pose quelques questions, quoi. Tout à l'heure, on parlait d'un peu des convictions de Garcia et qui ne baisse jamais la tête face à ses convictions, dont celle de Toko qui va faire la majorité des matchs cette saison, je pense. Le cas Cornet, en termes de cohérence, je le vois pas sortir, moi, du latéral gauche, hein, du poste de latéral gauche. Et puis, attends, si on passe avec des ailiers, il va être ailier gauche. Hein. Ouais. Donc, quand on va voir Jean-Lucas, même à 4, tu penses qu'il va jouer à latéral gauche? Sincèrement, je suis persuadé qu'il va le mettre à gauche parce qu'il y a c'est quand même. Non, mais tu sais, tout à l'heure, il a encore parlé. Je crois, j'ai regardé une citation où il disait, moi, Aurélien Chet joue à Lille, c'est moi qui le place défenseur central. Il a cité 3-4 joueurs comme ça dans sa carrière. Tu sais, il aime bien se brosser de cette façon. Ouais. Et franchement, je pense que ça rentre. Il faut faire attention quand on juge l'OL de Rudy Garcia. Il faut juger Rudy Garcia et sa façon de jouer, de gérer les choses. Si il enlève Cornet du poste de latéral gauche, ça veut dire que pour lui, ça signifie qu'il s'est trompé, parce que c'est quand même un choix fort d'avoir fait passer Cornet d'ailier à latéral, et il veut que ce soit payant à terme. Donc je pense sincèrement que Cornet, pour le sortir de la place de latéral gauche, il faudra vraiment qu'il soit très très mauvais. Et si tu demandes à Garcia... Mais si tu demandes à Garcia comment il a trouvé Cornet depuis qu'il l'a mis au poste de latéral gauche, t'inquiète pas qu'il te dira très très convaincant. Donc Barre, sincèrement, mais Barre, j'ai un mauvais pressentiment, moi, depuis pas mal de temps. Le truc, c'est que pour moi, s'il y a un club qui vient chercher, par exemple, Bayern Munich, c'était du pipeau. Mais s'il y a un club qui vient vraiment le chercher, je pense que c'est... je pense que dans la dernière semaine, un truc comme ça à la con, c'est possible. C'est conseillé, parce que là, ils sont en train de tanker au niveau de la prolongation de contrat. Ils sont pas vraiment chauds. Je sais que c'était tendu à ce niveau-là. Il n'y a pas de signaux qui sont montrés pour une présence de Barre dans le 11. Donc, sincèrement, moi, je suis plutôt pessimiste à ce niveau-là.
On a des nouvelles infos sur le départ, c'est France Football qui annonce ça, et merci Hugo de m'avoir fait partager l'info. Naples est vraiment chaud sur Denayer, ils se sont renseignés, donc à voir si ça va plus loin. C'est un nom qui était déjà revenu il y a quelques jours, donc est-ce que ça reste des bruits de couloir ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt, on verra. Et puis, donc Rennes et Jeff Adélaïde, Rennes a proposé 20 millions, et selon France Football, l'Olympique Lyonnais en demande 35. Ça veut dire qu'on en demande 30, quoi. Ça veut dire que 25 est des incentives, quoi. Non, ouais, genre 30, bonus compris, quoi, les trucs basiques, quoi. Mais je pense, après, je sais pas si Rennes ira jusqu'à là, ça vient. Allez, déjà, c'est Rennes, ok, ils ont des sous, mais c'est pas simple d'aller à ce tarif-là. Après, c'est Pinot qui gère. Hein. Si un jour Pinot il se décide de se réveiller et de mettre 50 millions dans les oui, caisses, mais il l'a pas fait pour joueurs, l'instant, donc je vois pas pourquoi il le ferait. On sait pas, peut-être qu'il va mourir dans 3 semaines, il s'est dit allez vas-y, c'est cadeau, je sais pas. Je sais pas si tu l'aimais, pour ton premier choix c'est Girard. Hein. Bon après. Bah écoute, ça reste un joueur d'avenir avec un bon potentiel et un bon niveau. Bon dommage, il s'est blessé, c'est dommage. Hein. Bref, on va passer aux arrivées parce que bon, c'est bien de vendre, mais renforcer c'est aussi intéressant. Alors pour le moment, personne n'a signé, mais il y a 3 noms qui sont très chauds. Donc il y a Paul Herzbeck, Julian Paul Herzbeck, si je dis pas de bêtises, gardien allemand qui devrait signer accord total. Visite médicale demain, nous dit Vivdem pour Julian Paul Herzbeck, 500 000 €, donc le prix de vente de Tataru Sadou. Donc pour une doublure, je pense que ça fera le café. Et on a 2 joueurs dont les noms reviennent avec insistance, c'est Pellegrini et Paqueta. Pellistri, pardon. Excusez-moi, je fatigue. Pellegrini, ça me va. Oui, excusez-moi. Pellistri, oui, pardon. Et Paqueta, qui sont donc 2 noms qui reviennent avec insistance. Pellegrini, ça fait quand même quelques semaines que ça doit être signé, puis c'est pas signé, puis c'est signé, puis c'est pas signé, puis c'est signé, puis c'est pas signé. Et Paqueta, ça fait quelques jours que Juninho semble insistant sur lui. 2 profils offensifs. Pellistri plus un Pellegrini, je vais y arriver, plus un ailier et Paqueta, t'avais bon. C'est bien. C'est Pellistri, pas Pellegrini. C'est pas grave, vas-y, c'est pas grave. On les a c'est pas un souci. On signera les deux. Dis Pellegrini, on baissera les yeux, on fera genre que c'est Pellistri. Non, mais en plus, j'ai noté. Tu dis Facundo, il s'appelle autrement. Mais... Facundo. Mais ouais, non, on peut. Paqueta est plus un milieu offensif dans l'axe, si je dis pas de bêtises. 8-10. Même s'il a joué un peu ailier gauche et ailier droit sur la fin de saison dernière. Alors que Facundo, c'est l'inverse, c'est plus un ailier droit qui a été un peu repositionné dans l'axe, mais c'est beaucoup plus un ailier qui a tendance à jouer un peu tête baissée, qui est encore jeune, mais qui peut se peaufiner selon ce qu'on m'a dit. Je répète les infos. Les infos qu'on m'a dit de lucarnes opposées qui suivent un peu plus quand même le championnat que moi, donc je préfère leur faire confiance, tu vois. Donc là, il y a ces 3 noms. Est-ce que déjà ça vous emballe, ces 3 noms? Je vais demander à Hugo qu'on a un peu moins entendu. Est-ce que toi déjà ces 3 noms, bon, allez, on va rester sur Facundo et sur Paqueta parce que bon, le gardien remplaçant, je pense que c'est moins ouf. Est-ce que ça t'emballe? Est-ce que tu aurais préféré d'autres pistes? Est-ce que ça induit quelque chose sur la tactique? Est-ce que tu penses que c'est juste pour rester dans le même dispositif? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça m'emballe ou pas? Paqueta, s'il a le même niveau que le Milan, non. Mais s'il a le même niveau que Flamengo, pourquoi pas? Parce que depuis qu'il est arrivé à Milan, il a régressé, mais incroyablement. Alors que quand il était à Flamengo, vu que je regarde beaucoup le championnat brésilien, pour moi, franchement, c'est un joueur au top de sa forme. Je vois aussi dans les commentaires, il y a pas mal de personnes qui demandent Gabriel Barbosa aussi également. Mais je pense que lui, il a un contrat déjà avec Benfica. Il me semble qu'il est revenu avec l'ancien entraîneur de Flamengo, Jorge Jesus, qui avait gagné la Libertadores avec Flamengo. Donc, je pense que c'est pas possible pour Gabigol, comme on l'appelle. Donc voilà, mais en tout cas pour Lucas Paqueta, au niveau du profil de jeu, donc oui, ça peut être un 10 organisateur. Après, j'ai peur que si Paqueta arrive, ça peut bouffer un petit peu le temps de jeu à Cherki. Dans le sens où Cherki, moi, je le vois pas comme un attaquant, je le vois un petit peu comme plus un milieu organisateur, en tout cas pour moi personnellement, plus dans le milieu de terrain qu'au sein de l'attaque. Donc j'ai peur que si Paqueta arrive, il bouffe le temps de Cherki et qu'on n'ait pas on peut dire cette éclosion-là. Après, pour Pellistri, je connais pas trop le joueur, honnêtement. J'ai regardé quelques matchs. Ça a l'air vraiment intéressant. Il a une bonne vitesse de pointe. Donc, voilà, ça peut quand même apporter un petit peu de jeunesse, un petit peu de folie, un petit peu de fraîcheur, ce qui nous ferait vraiment du bien en ce moment. Mais sinon, moi, personnellement, il faut qu'on recrute un défenseur central aujourd'hui. C'est la priorité parce que si en plus Denayer s'en va, on a un gros souci au niveau de la défense
pour l'OL. Donc ma priorité aujourd'hui, si je suis Rudy Garcia et Juninho ou Bruno Chéroux, ce serait de recruter un défenseur central. Mais sinon, est-ce que je suis emballé ou pas pour Paqueta et Pellistri? Pas tant que ça, honnêtement, parce que je pense pas que ce soit des joueurs que l'OL ait besoin nécessairement maintenant. L'enfant terrible du foot qui nous parle de Louza et Loïzeda qui serait suivi de près aussi par Juninho. C'est vrai qu'il y a Samuel Gigot qui est un nom qui est revenu, mais ça, est-ce que c'est encore une rumeur d'agent ou quelque chose de sérieux? Je serais plus sur la première option, mais bon, on sait jamais, ça va tellement vite. Toi, Sofiane, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de ces arrivées potentielles? Dans mon esprit, je pense que pour lui, Paqueta, ce sera un remplacement d'Awar, dans l'idée. Profil 8-10, puisqu'à mon avis, si on laisse partir Awar et JRA, on le remplacera que par un seul joueur. Et donc, ce serait plutôt par Paqueta. Pellistri, c'est également une possibilité. À mon avis, là, il essaye peut-être de reformer l'équipe pour jouer avec éventuellement des ailiers. Parce qu'aujourd'hui, tu as très peu la possibilité de changer de système de jeu. Avec Paqueta, tu peux repasser en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 avec un milieu à 3 en remplacement d'Awar. Sur les côtés, si tu recrutes Pellistri, ça te permet d'avoir Cherki côté droit éventuellement avec lui. Côté gauche, tu peux t'en sortir avec Karl Toko et Cambi, puisque quand on l'a acheté, on nous a vendu que c'était aussi un ailier gauche. Donc ça te permet d'avoir une flexibilité à ce niveau-là. Donc je le vois plus dans cette idée-là, et puis je le vois aussi dans une idée de rehausser le niveau technique du 11, puisque c'est ce que Juninho essaye de faire avec l'arrivée notamment de Bruno Guimaraes, et que ces deux arrivées-là sont intéressantes à ce niveau. Et aussi, c'est une question, à mon avis, d'opportunité également, parce que quand tu as un joueur qui était très bien coté au Brésil et qui le connaît depuis pas mal de temps avant son arrivée au Milan AC, que tu es sur un joueur qui a été recruté par Leonardo, le problème c'est que Leonardo s'est cassé quelques mois après, donc au niveau de l'intégration, à mon avis, Juninho doit se dire que ça a dû être compliqué pour lui. Sur un joueur qui est barré par le milieu de terrain caissier, Çalhanoğlu et Bennacer, et que tu as recruté du côté du Milan AC Tonali, ils doivent se dire qu'il y a une vraie possibilité d'aller le chercher. Donc c'est une opportunité, et c'est aussi, je trouve, une bonne idée pour éventuellement avoir une flexibilité dans un changement de système en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Juste avant de filer la main au Limas, j'ai un Esmat qui nous dit que pour lui, il faut absolument un ailier droit, voire même un ailier gauche, et varier avec Cherki. Je suis assez d'accord. L'enfant terrible du foot qui nous dit qu'il y a Flo da Silva, Malo Gusto et Loukeba qui devraient rentrer dans l'effectif pro, et qu'il y a aussi Cenk Okachar, je prononce très mal son nom, je suis désolé, qui devrait aussi rentrer dans l'effectif pro. Alors à voir si c'est juste pour faire des entraînements et repartir en réserve le week-end, ou peut-être essayer de profiter un peu de temps de jeu. Ça, c'est une autre question. On sait que Rudy Garcia adore lancer des jeunes et que c'est un excellent formateur, soi-disant. Donc on verra bien. Il peut attendre, à mon avis, pour cela. Oli, donc je vais te poser la même question, mais je vais te poser deux questions en une. Donc la première, qu'est-ce que tu penses des noms que j'ai cités? Et la deuxième, c'est en mélangeant les départs qu'il y a et les possibles arrivées, est-ce que tu n'as pas l'impression que Juninho va peut-être va remettre vraiment au goût du jour le 4-3-3 qu'il a promis avec Silvinho, qui a été un peu abandonné avec les différents recrutements qu'il y a eu? Est-ce que tu n'as pas l'impression que justement, en épuisant entre guillemets la défense, en prenant un peu plus de milieu et en essayant de combler les ailes, tu n'as pas l'impression qu'on va peut-être justement, comme disait Sofiane, repasser en 4-3-3, 4-2-3-1 dans un futur plus ou moins proche? Bah oui, oui. Après, effectivement, il a joué comme ça à l'OL pendant des années, donc je pense que c'est dans sa philosophie, dans sa façon de faire. Je pense que ces recrutements, on parle de Pellistri, de Paqueta, je pense que c'est des bons trucs. Après, moi, je suis un peu inquiet quand même sur les côtés, parce que on va se séparer de Traoré, qui était un des seuls qui pouvait jouer sur un côté, même si c'est pas forcément son poste favori. On est d'accord que Cornet, c'est quand même très limité. Le poste qu'il a, qu'importe le poste qu'il a. Et moi, j'aimerais bien avoir deux arrivées sur les côtés, mais des joueurs confirmés. Alors, ce sera compliqué, parce que peut-être que financièrement, c'est quand même difficile pour nous, mais c'est vrai que Pellistri, je suis pas sûr qu'il soit prêt maintenant. Voilà, je suis pas vraiment sûr de ce côté-là. Tu parlais, Hugo, il parlait de Cherki tout à l'heure, qui pourrait être barré par Paqueta. Moi, je pense que Cherki, s'il faut utiliser maintenant, il faut utiliser peut-être en dynamiteur, en quelqu'un sur un côté qui peut rentrer, qui peut casser la défense. Je suis pas sûr pour l'instant. Il le voit en ailier droit, à mon avis, pour le moment. Et puis, voilà.
Bon, Lacazette a commencé les droits et s'est réaxé au fur et à mesure des années. Donc, je pense que Cherki, côté droit, Fekir aussi a commencé, a joué pas mal de matchs côté droit à ses débuts, avant qu'il se blesse. Donc, sincèrement, dans l'idée, voir Cherki commencer sa carrière à Lyon sur un côté droit où il aura très peu de concurrence et où il mangera des minutes de jeu. Parce qu'il faut quand même préciser que je sais pas du tout en coulisses, il y a de la tension, etc. Mais je suis persuadé que le fait que Cherki ait très peu de minutes, ça commence à chauffer. Donc je pense que dans la saison, si on le voit pas beaucoup plus que ce qu'on le voit actuellement, ça va être difficile, parce qu'on sait très bien qu'il rentre dans l'équipe l'année dernière, aussi parce qu'il y a une forme de pression. Il est titulaire face au Paris Saint-Germain, aussi parce qu'il y a une forme de pression en interne de ses proches, etc. Et ce qui est plutôt... Moi, j'ai rien contre ça, bien évidemment, ça fait partie du jeu. Mais je me dis que si tu repasses sur un système avec des ailiers, avec l'arrivée de Paqueta pour être en 10 ou en 8, ça ouvre une porte quand même beaucoup plus grande à Cherki qu'actuellement. Ouais, mais juste pour finir, moi je pense quand même qu'il faut un spécialiste sur un des deux côtés. Après, Cherki peut aussi jouer à gauche, rentrer sur son pied droit, rentrer sur son pied droit, son pied gauche, on ne sait pas vraiment lequel des deux est son meilleur pied. C'est comme Cornet, mais ça c'est pour une façon différente. Mais Cherki, il peut jouer sur les deux côtés, et comme je dis, donc peut-être un ailier avec plus d'expérience. C'est cher, c'est évident, mais peut-être plus d'expérience. Et après, on parlait d'un futur recrutement, mais je pense que les latéraux aussi, on ne changera pas, mais franchement, c'est quand même très problématique. Je trouve que le chantier numéro 1 pour moi, c'est les latéraux, sincèrement, avant les ailiers. Voilà. Mais alors surtout dans nos tactiques actuelles, mais même à 4 derrière. Ah, mais même à 4, hein. Sincèrement, déjà, du côté droit, tu n'as plus personne, puisque malheureusement, tu n'as pas pu faire de place à Kaloulou. Mais côté droit, si on fait la saison avec ce Dubois-là, je trouve que c'est très très limité, même en Ligue 1. Donc il faudrait trouver quelqu'un à challenger. Pour moi, c'est le poste à recruter, vraiment, quel que soit le système, c'est le latéral droit. Et puis après, même si tu repasses à 4 derrière, tu auras cette faiblesse. Si tu repasses à 4 derrière avec des ailiers, sincèrement, ça va être juste sur la saison, mais je pense que tu peux quand même la faire avec Karl Toko, éventuellement déplacer Cornet, même si j'y crois pas, remettre Cornet en ailier, plus Cherki, plus une recrue, donc Pellistri ou un autre. Limite t'en sortir, mais tu peux pas t'en sortir avec ces latéraux actuellement. Donc, juste sur le dernier truc, la défense, si tu repasses à 4 derrière, Marcelo, ça va être très très compliqué aussi. Surtout si on joue comme dit Juninho, c'est-à-dire haut et avec la possession. Marcelo, franchement, ça va être très compliqué, quoi. Je suis d'accord avec toi, Oli, mais je suis pas sûr que dans la vision de Rudy Garcia, il soit considéré comme un mec acheté. Ah oui, non, mais je pense pas, mais ça dépend s'il y a une offre aussi. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'on trouve pas de défenseur, donc... pour l'instant, après, ça négocie peut-être. Hein. Je suis pas dans le secret des dieux, mais... Pour ça Dubois, ça dit beaucoup de... Non, je disais pour Dubois, pour le défendre un peu, je trouve qu'il est meilleur dans un système à 4 plutôt qu'à 5, où je trouve qu'il peut un peu plus rester plus bas, et je trouve qu'il est meilleur plus bas, Dubois, que quand il doit faire ce rôle de latéral moderne, où il doit monter beaucoup, centrer, redescendre, etc., où il laisse des largesses. Je trouve qu'il est un peu meilleur quand même à 4. Est-ce que ça peut lui permettre, si jamais on repasse à 4, de retrouver un niveau un petit peu plus solide et d'avoir un peu moins peur? Moi, je souhaite ça. Je pense qu'on fera la saison entière avec lui. Et ça, pour moi, je pense que l'OL n'est pas du tout dans le truc de se dire faut qu'on mette de la concurrence. On a bien vu d'ailleurs Garcia tout à l'heure, il l'a dit, peut-être à contre-cœur, mais il parlait de Gusto, il parlait de Jean Lucas. Donc je pense qu'on ne cherchera personne sur ce côté. Malheureusement, peut-être que l'année prochaine, hein, mais... Après, si Malo Gusto il se révèle être un très bon jeune et qu'il prend sa place, je serais très content. Oui, mais il ne le prendra pas, gros. Je peux t'assurer que même s'il est très fort et qu'il ne passera jamais devant Dubois, parce que Dubois est un élément important aussi dans le vestiaire. Bref, ça c'était le point mercato. On ne peut pas tout dire évidemment, sinon on pourrait faire une émission de 2 heures dessus. Il reste combien de temps mercato? C'est jusqu'à mi-octobre? Octobre. Jusqu'à mi-octobre, me semble. Il me semble. Ouais, c'est un peu de temps. Du coup, on va passer à une séquence que vous aimez beaucoup, c'est le jeu. Place au jeu. Voilà, je fais mon Julien Lepers. 5 octobre, on nous dit dans le chat pour la fin du mercato. Ah oui, ok. Ouais, donc dans 3 semaines.
Merci le chat d'être très réactif. Bisous sur vous. Bisous Covid, mais bisous quand même. Donc le jeu cette semaine, on va faire comme la semaine dernière, sauf qu'on va changer de décennie. Après la décennie 2000-2010, on va passer à la décennie 2010-2020. On a demandé à Hugo et à Olimas de proposer leur top 5 respectifs de cette période. Je vais demander au réalisateur formidable qui est Alex de passer sur les choix de Monsieur Hugo, à qui je laisse la main tout de suite. Alors, pour le numéro 5, j'ai décidé de choisir le capitaine, pour moi en tout cas de la décennie, Maxime Gonalon, parce que pour moi, c'est un joueur qui, voilà, il a donné beaucoup pour l'OL, il a donné beaucoup pour sa personne aussi également. Donc, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui représente l'identité de l'Olympique Lyonnais de toute façon. Donc, pour moi, il était un petit peu inconcevable, on va dire, de ne pas le mettre dans un top 5. Donc c'est pour ça en tout cas que je le mets à cette position-là. En numéro 4, ça c'était un peu, si tu veux, un joker, parce que vu que je suis brésilien, ben pour moi il fallait absolument mettre un brésilien dans ce top 5-là. J'ai mis Michel Bastos, parce que ce joueur-là, c'est quelqu'un pour moi qui a... c'est le joueur qui m'a fait donner envie de regarder l'OL et qui m'a fait tomber en amour avec ce club-là quand j'étais au Canada aussi également. Donc, pour moi, absolument, il fallait que je mette ce joueur-là qui est un joueur explosif. C'est une dynamite dans le terrain et pour moi, je voyais pas ne pas le mettre en tout cas. Donc, voilà. Pour le numéro 4, c'est Michel Bastos. En numéro 3, j'ai décidé de mettre Nabil Fekir parce que, bon, Nabil Fekir, voilà, joueur emblématique quand même du club. Voilà, il nous a fait beaucoup vibrer. Même si j'aurais aimé qu'il reste peut-être un peu plus longtemps sur l'OL, parce qu'on se dit peut-être que dans cet Olympique lyonnais-là, aujourd'hui, si on avait Nabil Fekir, je pense que ça pourrait être un petit peu mieux, mais bon, c'est du passé de toute façon, donc on n'y reviendra pas. Mais voilà, Nabil Fekir, pour moi, c'est quelqu'un qui, franchement, m'a vraiment donné aussi beaucoup d'émotions. En numéro 2, j'ai choisi le général, donc général Lacazette, bien évidemment, parce que voilà, c'est quelqu'un qui aussi a marqué le club, m'a fait beaucoup vibrer. Pour le peu de fois que j'ai pu aller au stade, en tout cas dans les années où il était là, c'est vraiment un joueur qui, pour moi, voilà, a toute la mentalité d'un attaquant que les attaquants lyonnais devraient avoir. Donc pour moi, comment ne pas tomber vraiment en amour avec ce joueur-là. Et puis après, ben pour le numéro 1, même si je suis brésilien, j'ai mis un Argentin, Licha, Lisandro Lopez, parce que pour moi, voilà, c'est le mec qui intègre, si vous voulez, la mentalité l'OL. Pour moi, c'est le battant sur le terrain, c'est un mec avec qui on peut vraiment compter. Et puis sur ce top 5-là, moi, j'ai voulu vraiment sortir des joueurs qui, voilà, ont vraiment le mental, parce que à l'OL, il faut avoir le mental pour jouer. Et du coup, pour moi, cette liste-là reflète bien, en tout cas, le mental de l'Olympique lyonnais. Et du coup, ben, Lisandro Lopez, pour moi, voilà, il nous a fait tellement vibrer, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1 aussi également. Du coup, pour moi, c'était obligatoire de le mettre en top 1, en tout cas, parce que c'est, franchement, de tous les joueurs qui sont passés par l'OL, Lisandro Lopez, c'est mon préféré, personnellement. Deux, trois petites choses avant de passer la main à Oli. Déjà, Sofiane, reste à l'affût puisque je te demanderai quel est le meilleur après le top 5 d'Oli, donc reste à l'affût. Deuxièmement, vous pourrez voter sur le Twitter d'Inside Goals. Une fois que Oli aura posté son top 5, lequel vous préférerez entre celui d'Hugo et celui d'Oli. Et troisièmement, je suis très déçu de ne pas voir Gaël Danic en numéro 1, mais ça, c'est un choix personnel. Oli, du coup. Même lui, ce serait pas mis. Après ce top 5 d'Hugo que je partage sauf pour le 5e puisque j'ai une aversion personnelle pour Maxime Gonalon, mais ça c'est une rancœur que j'ai depuis l'Ajax. Oli, je t'en prie, quel est ton top 5? Mon top 5. En 5e, déjà il y a beaucoup de joueurs formés à l'OL. Bon, il n'y en aura que un qui n'est pas formé, bon ça je pense que vous le connaissez tous. Mais en 5e, j'ai mis Tolisso. Tout simplement parce que je trouve que c'est un des meilleurs, c'est peut-être même le meilleur qui soit passé par l'OL ces dernières années. Alors on peut voir avec Oussem aussi, mais Tolisso c'est vraiment un super joueur. Il nous a dépanné vraiment à beaucoup de postes. Je me rappelle, j'ai vu cet après-midi une compo, je sais plus qui est, c'est Fanuerko je crois sur le Twitter qui avait mis contre Zagreb, où effectivement il était passé en
en numéro 9 ou en numéro 10 derrière Cornet, même si il me semble qu'il était plutôt numéro 9 sur ce match-là. Et il marque de la tête. Et franchement, je trouve que c'est un joueur incroyable. Il a joué à tous les postes. On l'a fait jouer arrière droit, milieu de terrain, milieu offensif, attaquant. Enfin, puis joueur tellement techniquement fort dans l'intensité, tout ça. Donc, c'est mon numéro 5. Et pour sa tête à Bordeaux aussi, absolument incroyable. Quatrième, Fekir. Il ne devait pas rester à l'OL à ses débuts. Et d'ailleurs, il n'est pas resté puisqu'il est revenu après. Mais il ne devait pas rester même au début de son contrat pro. Et c'est un joueur tellement fort. Son but contre la Roma résume un peu son talent. Il n'y a pas que ça, il y a aussi son match à Montpellier, notamment avec le trio avec Gourcuff et Lacazette. Bon, bah, ça, c'est un trio qu'on aurait dû voir plus souvent. Et joueur incroyable, un peu déçu de son départ à Séville. Mais bon, ça, il fallait qu'il parte au bout d'un moment. Mon troisième, c'est Umtiti. Ça, je pense qu'il fallait que je mette un défenseur central. Et puis, quoi de mieux de mettre le meilleur de cette décennie chez nous et avec quasiment aucune concurrence. Je pense que Denayer est assez loin derrière. Et donc, voilà, Sam, pour toute sa carrière à l'OL. Et puis un jour, j'espère qu'il reviendra, mais bon, ça, a priori, ça ne sera pas pour ce mercato, on me dit même pour celui d'après. Pour mes deux premières places, j'ai vraiment hésité sur le premier, mais bon, je mets en deuxième, je mets Dicha. Mais je pourrais mettre, vous savez qui c'est qui est le premier, ça va être Lacazette, mais je pourrais mettre le Dicha en premier, mais je le mets en deuxième. Tout simplement incroyable. Évidemment, la grosse déception de voir passer Gomis devant pendant quasiment 2 saisons, une saison, 2 saisons. Et le voir s'exiler côté gauche, c'était une horreur. Mais toujours exemplaire, mentalité incroyable. Voilà, mentalité incroyable. Et puis Lacazette en premier. Parce que tout simplement, trop fort. Beaucoup trop fort. Son match aussi, là, contre Rome, qui est absolument incroyable. Sa frappe en pleine lucarne. Voilà. J'ai pas trop de choses à dire sur Alex, mais c'est pour moi mon numéro 1 et voilà. N'hésitez pas dans le chat à proposer aussi votre top 5 de la décennie, on verra s'il y a des ressemblances. J'avais hésité, alors le 5e, je voulais mettre un joueur actuel, ou Depay ou Aouar, et puis finalement, comme je n'arrivais pas à me décider, j'ai mis Tolisso. Voilà. C'était juste mon petit truc. Aussi, hein. Tolisso qui est né dans la ville dans laquelle j'habite, à savoir Tarare, et je le répéterai à chaque fois, c'est notre fierté nationale. Sofiane, du coup, tu as eu les deux top 5. Selon toi, déjà, lequel est-ce que tu préfères? Et puis en deuxième temps, je te demanderai de te mouiller, qu'est-ce que tu aurais mis comme top 5? Bah, en fait, vraiment, je l'ai fait avant l'émission. Je me suis amusé à faire le 11 sur la décennie en regardant tous les joueurs. Et parmi les deux top 5, c'est celui d'Olimas où j'ai tous les joueurs. Du côté d'Hugo, j'aime bien également, mais j'ai pas Bastos, j'ai pas Gonalon, par exemple. Donc celui de Olimas correspond plus à un 11 type que je me ferais sur la période 2010-2020. Voilà. En plus, il y a la patte, les deux pattes qu'on kiffe, c'est-à-dire il y a la patte formation lyonnaise sur cette période qui est magnifique. Et puis, tu as la patte, je pense, Licha, si tu fais un sondage chez les supporters lyonnais, il arrive quand même à un niveau, il doit être cité chez la majorité. Donc, il n'est pas loin de Johnny dans le cœur, pour le coup. Hein. Ah ouais. Ouais, exactement. Et puis, il est aussi en opposition avec Gomis, chez qui, beaucoup sont contre, préféraient voir Licha en neuf parce qu'il a très souvent déporté Rémi Garde côté gauche. Donc, entre guillemets, je préfère celui d'Oli. Petit rappel que sur le Twitter d'Inside Goons, vous pouvez voter pour savoir lequel des 5 vous préférez entre celui d'Hugo et celui de Limas. Juste, je rajoute sur celui d'Hugo, c'est vrai que Gonalon, il peut être dans mon top 10, il peut être proche de mon top 5. Gonalon, ouais. Et après, voilà, je pense que. Mais c'est vrai que pour le coup, il aurait pu, mais. Voilà. Mais tu sais, je me suis amusé à faire le 11, et donc, le 11 que j'ai fait, je l'ai mis en losange parce qu'il y avait très peu d'ailiers qui se dégageaient, c'est pour ça que j'ai pas Bastos d'ailleurs. Et en numéro 6, j'ai préféré mettre Malbranc que Gonalon. Tu vois. Ah ouais? Malbranc, il est sur la période 2012-2016 et il correspond à cette période. Et tu mets qui en milieu défensif?
Enfin, à la pointe basse. J'ai mis Malbranque, Tolisso, Aouar, Fekir. En gros. D'accord. Et j'ai mis Lacazette, Licha devant. Donc, parti sur ça. Il y a deux personnes qui ont mis leur top 5 dans le chat et il y en a un, je reviendrai juste après. Scum dit qu'il a le même top 5 que Colli. Act05 qui place Licha, Laka, Umtiti, Depay, Fekir pour lui pour son top 5. Depay, c'est en concurrence avec Fekir, quoi. C'est ça le problème. Et Melsen, mais Depay, il peut parfaitement se placer dans le top 5 pour le coup, parce que c'est quand même un joueur incroyable. On peut ne pas aimer le style, mais c'est un joueur incroyable pour moi. Après, pour moi, il pouvait se battre avec Oussem aussi. Mais bon, je l'ai pas mis dedans. Et il y en a, et là, le top de Melsen, ça nous permettra de discuter très rapidement sur un joueur qui n'a pas été cité et qui pourrait se discuter pour l'impact qu'il a eu quand même. Donc il a mis Licha, Lacazette, Tolisso, Fekir et Anthony Lopez en 5e. Et c'est vrai que Lopez revient pas dans la discussion, alors que c'est vrai qu'il a fait quand même une bonne partie de la décennie. Qu'est-ce qui fait, selon vous? Et Loris aussi a fait 3 ans, il me semble, début 2010. Je crois qu'il a. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que Lopez peut-être reviendrait moins dans la liste des joueurs qui ont marqué l'OL, alors qu'il a quand même fait, c'est sa 6 ou 7e saison du coup en tant que titulaire, qu'il a quand même été très important à des périodes de la vie de l'OL, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui fait que son nom revient peut-être moins qu'un Tolisso, qu'un Lacazette, qu'un Fekir, etc. Moi, juste le fait qu'il soit gardien et sa dernière saison, pas terrible. Après, il faut faire attention. Peut-être que si tu fais le sondage dans les tribunes, je pense qu'il est quand même cité à pas mal de reprises. Donc, il faut faire attention avec ça. Je pense qu'on n'a pas la science infuse à ce niveau-là. Mais c'est vrai que déjà, le poste de gardien, je pense que c'est le poste qui n'est pas tout de suite cité. Tu penses plus aux joueurs offensifs, à ceux qui t'ont fait briller, ceux qui t'ont fait rêver sur certaines actions. Et puis même défenseurs, tu vois. Là, on met Umtiti et je suis plutôt d'accord avec Oli pour le mettre. Mais il faut vraiment que le mec soit d'un niveau incroyable. Donc tu mets plutôt les offensifs en tête. Après, si tu avais fait une petite variante sur ce top 5 et tu avais obligé à mettre un défenseur, un milieu, un attaquant et un gardien, Lopez aurait été dans le gardien forcément. Même s'il se bat avec Lloris sur la durée, mais Lopez devant quand même. Il y a d'autres top 5 qui sont tombés. On nous fait du Licha, Laka, Umtiti, Tolisso, Fekir et Depay en 6e pour Macvel S. Kev Lingon qui nous fait du Lopez, Fekir, Lacazette, Licha, Tolisso. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou si c'est juste. Ouais, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent quand même. J'ai Burzagli qui nous dit Mapou, Cornet, Ferry, Briand, Gorgelin. Je trouve que c'est un très beau top 5. Je pense qu'on peut gagner des titres. Et c'était juste pour le citer. Yakilio qui dit qu'il met Sergi Darder pour sa personne, pas forcément ses performances. Et je voulais juste lui dire que. J'enlève quand même Ferry de ton. J'aime pas Ferry, je suis pas fan, mais il a quand même rendu des services. Tu mets Gaël Danic à la place. Mapou, Cornet, Danic, Briand. Pour son entrée contre Astra en arrière-gauche. Moi, j'enlève Briand déjà aussi. Et le tweet de Jean-Michel après. Sauf. Et si vous deviez choisir 2 latéraux sur la période, parce que moi j'en ai 2 là, si vous voulez. Mais si vous deviez en choisir 2. Miguel Lopez et Fabian Monzon. On peut choisir 2 latéraux. Et Fabian Monzon. Non, mais tu sais que. Franchement, Ferland Mendy et après le reste. Réveillère parce qu'il. Réveillère, d'accord, mais c'est vrai que je le plaçais plus dans la décennie d'avant, mais tu as raison. Après, est-ce qu'on met Jallet dans les moins pires? Il est. Non, mais il est titu, Réveillère de 2010 à 2013, c'est des saisons pleines. Ouais, donc, moi, je le mets. Alors qu'on a les résultats. On a les résultats des votes et on m'annonce dans l'oreillette que le top 5 de Limace l'emporte avec 73. C'est la deuxième, ça. Contre je crois que Michel Bastos, ça fait de la différence. Ah, mais c'est pour ça, je tenais juste à préciser, Michel Bastos, la seule raison pourquoi il est dans le top 5, c'est parce qu'il m'a fait aimer l'OL, en fait. Et parce que je suis brésilien aussi également. Mais attends, on remercie Michel Bastos alors. Voilà. Michel Bastos, Michel Bastos, aujourd'hui, je le prends 50 fois. Hein. Ah oui. On en aurait bien besoin pour les débats. C'est loin d'être le pire joueur qui est passé par l'OL, Michel Bastos. Et puis c'est le meilleur qui est passé à l'OL aussi d'ailleurs. Tu sais, pour un ailier repositionné latéral gauche, je préfère lui à celui qu'on a actuellement. Ah oui. Puis bon, ne serait-ce que pour le fait que sa femme soit allée voir un derby dans les Magic Fans, je trouve que c'était une belle preuve de bravoure. Sa célébration en coupe à Geoffroy Guichard, là. Incroyable. Il y a juste sa fin, en fait.
Un peu comme pas mal de joueurs, cela dit, qui est un peu foiré. Mais bon, voilà. On va passer à la dernière partie de l'émission et c'est le diptyque du Sud, puisque nous allons nous déplacer à Montpellier. C'est mercredi, si je dis pas de bêtises. Non, c'est demain. Non, C'est demain. Bon, j'avais tellement envie de le voir que j'ai dit que ce serait mercredi, mais c'est demain. Avant, Et t'inquiète pas, tu vas le sentir passer d'ailleurs. Avant la réception de Nîmes, histoire de faire les deux bonnes équipes. Alors on va être rapide parce qu'on est en retard, mais bon, vous le savez, c'est le Goncast. Si un Goncast est en avance, c'est que c'est pas un Goncast. Du coup, Sofiane, rapidement, pour toi, quelle va être la clé de ces deux matchs? Ou les clés, tu peux en prendre plusieurs. Parce qu'ils sont totalement opposés pour le coup. Déjà, la première, on l'a cité en première partie d'émission, pour moi, c'est de repasser avec 3 milieux de terrain. De revoir cette idée de Toko Dembélé, je pense qu'il faut casser cette dynamique-là et repasser à 3 au milieu de terrain. Je pense que la clé aussi, c'est qu'on va jouer deux équipes très différentes. On a une qui maîtrise parfaitement, qui est Montpellier, qui sur les dernières sorties, quand on va à Montpellier, on a un peu de mal. Je crois que sur les 3 dernières sorties, on n'a pas gagné une seule fois. C'est un club contre qui on a du mal aussi historiquement chez eux. À domicile, c'est un peu mieux. Le match face à Nice, je les ai trouvés très très bons. Même si Nice, c'est une tannée à regarder avec Patrick Vieira sur les derniers mois, mais ce qu'a fait Montpellier face à Nice est très intéressant. Il maîtrise parfaitement ça. Je pense qu'il va falloir repasser à 3 au milieu aussi parce que TJ Savanier est très mobile et il fait beaucoup de mal dans le milieu de terrain. La taille tactique face à Montpellier et je suis plutôt pessimiste à ce niveau-là. Nîmes, faut faire attention aussi parce qu'ils ont mangé une droite face à Rennes, mais pour avoir vu le match, ils font un très bon match. Face à Rennes, ils en prennent 4, mais ils sont vraiment pas mal. Ils ont Melling à gauche qui a l'air d'être une bonne recrue. Kubas au milieu de terrain a l'air d'être une bonne recrue également. Il y a, vous ne rigolez pas, mais il joue avec Denke devant et apparemment Noladrou risque de revenir et c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Donc il y a d'un côté une équipe qui maîtrise parfaitement la situation, qui est sur une bonne lancée dans ce début de saison, une plutôt bonne lancée on va dire, Montpellier. Et tu as une autre, je pense, qu'il faudrait qu'on évite de sous-estimer parce que Nîmes a quand même gagné en qualité technique au mercato. Donc voilà, je pense que ça va être très très compliqué ces deux rencontres, même si je pense que face à Nîmes ça va le faire, mais à Montpellier on risque vraiment de souffrir si on ne change pas cette idée de récupérer la possession au milieu de terrain. Nolan Rowe qui a pour moi le profil type de l'attaquant qui nous met un doublé alors qu'il est nul tout le match parce qu'on lui laisse des boulevards derrière. C'est très clairement, c'est marqué sur son front. C'était bien passé à Nîmes l'année dernière parce que ils prennent un carton rouge très vite, oui. Mais faut faire attention à ce genre d'équipe quand même. D'ailleurs, c'était là où on avait vu pour la première fois Melvin Barr qui avait fait un très bon quart d'heure avant de ne plus jamais re-rentrer. On salue toujours les choix très logiques des entraîneurs. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Était excellent. Ouais. Mais Maxence est toujours excellent. Hugo, moi je vais me faire l'avocat du diable exprès positivement. Quand on voit le pressing qu'on a mis contre Dijon et le pressing qu'on a fait contre Bordeaux, qui certes n'a pas payé, est-ce qu'on ne devrait pas justement continuer dans ce système qui commence à être dans les habitudes des joueurs, avec cette même intensité de pressing, en se disant que voilà, contre Bordeaux, on n'a pas eu de chance, on a eu le poteau, etc., que là ça va passer contre Montpellier, ou pour toi tu suis l'avis de Sofiane et il faut qu'on change de dispositif tactique pour Montpellier et aussi pour Nîmes? Pour moi, il est évident qu'on doit changer de dispositif tactique. Pour moi, de repasser avec une défense à 4 de toute façon. Je l'ai dit dans les Goncast précédents, de toute façon, que pour moi, c'est impératif parce qu'on n'a pas, on va dire, les armes pour jouer avec ce 3-5-2 ou 3 défenseurs, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Pour moi, il faut absolument qu'on passe soit en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Dans le sens où aujourd'hui, la qualité et la force de l'OL, c'est le milieu de terrain. De toute façon, ça, on le sait très bien. Pour moi, demain, face à Montpellier, il faut que ce soit Aouar, Guimarães et Cacré le milieu de terrain de toute façon. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que ça. Après, au niveau de l'attaque, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je mettrais. 4-4-2 losange, je vois quelqu'un en commentaire l'a mis, mais je ne pense pas que c'est d'actualité aujourd'hui pour l'OL en tout cas. Mais pour moi, c'est vraiment de passer à une défense à 4 pour se remettre un petit peu dans le bain, surtout parce que je pense que l'OL n'a pas les capacités, en tout cas, de recruter un défenseur central, on va dire rock, qui voilà. Et en plus, si on perd Denayer à un moment donné, ça va être un petit peu la galère.
Donc, on sera à court de défenseurs aussi également. Donc, pour moi, c'est impératif qu'on passe à 4 derrière et qu'on enchaîne les matchs avec ce type de système-là. Oli, même question très rapide puisqu'on est un petit peu en retard. Pour toi, tu confirmes des retours à 4 derrière, 4-3-3, 4-2-3-1 pour repartir du bon pied? Je confirme que j'ai envie de voir ça, mais je confirme pas qu'il y aura demain. Oui, non, c'est juste pas que tu aimerais, bien sûr. Mais oui, je suis d'accord. Mais je veux juste une stat sur les 16 derniers matchs de Montpellier. Il y a quand même 13 victoires et une 13 victoires de nul, une défaite, à domicile, je parle. Depuis, donc, c'est notre match où on a perdu l'année dernière à Montpellier 1-0, où Koné prend un rouge d'ailleurs. Déjà, on l'a pas vu beaucoup de la saison et il a pris un rouge sur ce match-là. Et donc, ils sont à 16 matchs, 13 victoires, une défaite contre le PSG et 2 nuls contre Angers MS. Donc, c'est une équipe à domicile qui est très très forte. Nous, à l'extérieur, on a quand même un peu de mal. Donc là, ça va être très compliqué demain. À moins d'un rouge au bout de 10-15 minutes, comme on a eu contre Nîmes. Et même à 10, Montpellier est capable de nous emmerder. Donc, oui, ça sera très difficile demain. Et faut qu'on repasse à 4. De toute façon, je pense qu'on le fera dans les semaines à venir. Et concernant Nîmes, vendredi, il faudra peut-être faire aussi quelques changements. Peut-être que ça arrivera demain. Mais genre Kadewere, Jean-Lucas. Peut-être. D'ailleurs, j'avais pas dit tout à l'heure, mais j'avais espéré qu'il fasse rentrer Jean-Lucas à la place de Thiago Mendes au Lyon, parce qu'on on n'arrête pas de répéter que Jean-Lucas est très fort sur les coups de pied arrêtés. Dans des matchs comme ça, on en a eu quelques-uns à la fin. Quand je vois Andersen qui les tire, c'est insupportable. Donc, elle est une belle frappe, mais dans les tribunes, quoi, Andersen. Voilà, donc ne pas avoir Jean-Lucas sur un match comme ça, en plus que tu vois l'entrée de Thiago Mendes, bon, il n'y a rien de fou. Je me dis quand même, sur un coup de pied arrêté, ça peut être intéressant. On en a eu 2, il me semble, de coups francs très récents. Bon, voilà. C'est juste ça. Pour conclure, je vais vous demander chacun à votre tour de me faire le prono pour le match de Bordeaux, j'allais dire pas du tout. Le match de Montpellier et le match de Nîmes. On va attaquer par Sofiane. Ton prono pour Montpellier et pour Nîmes. Juste victoire ou nul ou... Oui, si tu veux rajouter le score, vas-y. Écoute, mais non, mais je te connais, t'es un peu vicieux, donc je demande. Je dirais défaite face à Montpellier, victoire face à Nîmes. C'est noté. Hugo? Victoire de l'OL face à Montpellier 2-1 et victoire 3-0 face à Nîmes. Oli? Je vais pas dire ni défaite ni victoire contre Montpellier, donc je vais dire nul. Un bon 0-0 là, comme on l'a eu contre Bordeaux, parfait. Et puis une victoire 3-1 contre Nîmes. Voilà. Avec le premier but de Ryan en Ligue 1. Eh ben moi j'annonce victoire 2-0 à Montpellier et 2-0 contre Nîmes. 2 victoires avec contre Nîmes le premier but. Si on gagne demain, on est leader, non? Pas du tout. Je sais plus. J'ai pas le classement. Je sais pas, j'ai entendu Garcia dire ça tout à l'heure, mais. Oh, bah, j'écoute pas Garcia de toute façon. Ouais. Premier but de Kadewere contre Nîmes. Hein. Vous l'aurez entendu ici en premier. Moi j'ai dit Cherki, donc peut-être que ça sera les deux. Bah voilà. Merci en tout cas à tous d'avoir été là. On est monté jusqu'à 170 viewers. Vous êtes formidables. Ça augmente. Hein. Ça augmente. Et si l'OL continue à faire des purges contre Bordeaux, ça va encore continuer à monter parce qu'on aura des choses à dire la semaine prochaine sur Twitch. Pour tous les adorateurs du Marlon FC, il revient. Vous inquiétez pas. Sa belle voix suave reprendra le poste d'animateur. Je ne suis qu'un remplaçant. Merci Sofiane d'avoir été notre invité. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Désolé pour les petits problèmes de captation parfois, mais plaisir de vous avoir. On te retrouve sur la Winamax TV si jamais les gens ont envie de te suivre et d'entendre ta voix suave. Venez, je vais changer. Je vais changer de micro. On parlera de Montpellier-Lyon dès demain d'ailleurs. Voilà. C'est dit. Merci. Quelle chance, dis donc. Quand match en perspective. Et je suis obligé, je suis payé. Hein. Ouais. Merci Hugo et merci Oli d'avoir été là en tout cas. Plaisir. Merci Loïs et une pensée à Yaman quand même aussi également. Bien sûr, pensez à il sera là sur les prochaines semaines. Pensez à toute l'équipe effectivement. Et puis merci à Alex qui a encore été super à la réalisation. Nous on vous dit à la prochaine, passez une bonne soirée et puis allez l'OL, j'ai envie de dire quand même. Hein.